Donc, je suis Françoise Naudot, conseillère employeur à l'assurance maladie de Lyon. Nous allons vous présenter aujourd'hui les étapes clés pour un bon remplissage de la salaire ou du signalement d'événements, ainsi que l'attestation. Alors, pour vous présenter ce diaporama, je serai entourée aujourd'hui de Christelle Nebout, chargée de la relation clientèle-employeur, de Germain, responsable des revenus de substitution, et d'Evelyne François, référent technique aux revenus de substitution. Vos questions. Donc, comme vous avez pu le constater, il n'y aura pas de possibilité de questions orales. Toutes les questions que vous aurez à poser, vous devrez les poser sur le chat participant. Elles vous seront donc répondues également par écrit. À l'issue de la présentation, n'oubliez pas de remplir notre petit sondage en cliquant sur sondage, afin de savoir comment vous avez eu connaissance de ce webinaire et vos impressions. Donc, un replay sera disponible, il vous sera envoyé par lien à l'issue de la semaine de présentation des webinaires. Il sera également mis en ligne sur les sites internet et nos réseaux sociaux. Donc, au sommaire de ce webinaire, nous allons vous présenter donc le dernier jour de travail, le salaire rétabli, le salaire rétabli pour la nouvelle embauche, la subrogation, le temps partiel thérapeutique, le signalement d'événements et l'attestation rectificative. Alors, en ce qui concerne le dernier jour de travail, la subrogation, c'est valable également pour les signalements d'événements. Concernant la saisie nette entreprise, on rajoutera donc la partie salaire et salaire rétabli, puisque en passant par le signalement d'événements, les rubriques salaire et salaire rétabli sont reprises de la DSL mensuelle. Donc, nous allons vous présenter les différentes parties de l'attestation de salaire sur la saisie nette entreprise. Alors, nous commençons ce webinaire par le sujet du dernier jour de travail, le DJT. Ces informations sur le dernier jour de travail, comme l'a dit Françoise, concernent aussi bien les saisies via Net Entreprise que les signalements d'événements DSN. En maladie, maternité, adoption ou maladie professionnelle, le dernier jour de travail est toujours la veille de l'arrêt, sauf si la journée de la prescription a été travaillée. En paternité, pour la période obligatoire, le dernier jour de travail est toujours la veille des 4 jours, soit à la fin du congé employeur, et pour les autres périodes de fractionnement, c'est la veille du congé. En accident de travail, le dernier jour de travail est le jour de l'accident de travail en cas d'arrêt immédiat, ou la veille de la prescription si elle intervient après le jour de l'accident. En cas d'enchaînement de risques, par exemple maladie, maternité, donc sans reprise de travail, le dernier jour de travail est toujours celui de l'arrêt initial. Pour le mi-temps thérapeutique, le dernier jour de travail est celui du dernier arrêt à temps complet qui précède, ou la veille du mi-temps s'il n'existe pas d'arrêt à temps complet qui précède. Et enfin, le dernier jour de travail pour l'attestation de droit de plus de 6 mois doit être identique à celui indiqué sur l'attestation de salaire initiale. Donc, le sujet suivant que nous allons aborder est le salaire à déclarer en fonction des risques. Donc, ces informations ne concernent pas les utilisateurs de la DSN puisque les salaires sont remontés automatiquement de vos DSN mensuels. En maladie, c'est le salaire brut qui est soumis à cotisation qu'il faut nous déclarer. Il est donc obligatoire, dans le cadre d'une attestation de salaire en maladie, de cocher brut dans la colonne montant du salaire lors de votre saisie. Dans notre exemple, dernier jour de travail le 15 octobre 2020, la période de référence à prendre en compte est du 1er juillet au 30 septembre 2020. Les mois de juillet, août et septembre 2020 sont donc déclarés et il est bien coché brut dans la colonne montant du salaire. Alors, à l'issue de votre saisie,
Entre l'étape 7 et 8, vous avez normalement un récapitulatif PDF qui s'affiche à l'écran, vous permettant de vérifier que les informations saisies sont correctes. Dans le cas où ce PDF ne s'affiche pas, c'est qu'il y a certainement un pop-up qui bloque l'affichage. Donc, cette information sur ce pop-up concerne tous les risques de l'attestation de salaire. Alors, quel salaire déclarer dans le cadre d'un arrêt pour maternité, paternité et adoption? En maternité, paternité et adoption, c'est le salaire brut abattu de 21% qu'il faut nous déclarer. Il est obligatoire, dans le cadre d'une attestation de salaire en maternité, paternité et adoption, de calculer le montant brut abattu de 21% et de cocher réduit dans la colonne montant du salaire lors de votre saisie. Donc, le calcul de l'abattement de 21% du montant brut ne se fait pas automatiquement parce que vous avez coché réduit. Vous devez le calculer et nous le déclarer. Dans notre exemple, dernier jour de travail le 15 octobre 2020. La période de référence à prendre en compte est donc du 1er juillet au 30 septembre 2020. Les montants de salaire abattus de 21% pour les mois de juillet, août et septembre 2020 sont donc déclarés et il est bien coché réduit dans la colonne montant du salaire. Alors, concernant le congé paternité, que cela soit pour les déclarations par net entreprise ou en DSN, préalablement à vos saisies, vous devez envoyer l'extrait d'acte de naissance de l'enfant sur l'adresse mail DSNPJ du département d'affiliation du salarié concerné. Pour les utilisateurs de net entreprise, vous devez en plus nous transmettre le tableau Excel normé des dates de congé paternité sur Depofi. Par contre, cet envoi n'est pas nécessaire pour les utilisateurs de la DSN car les périodes de fractionnement sont aspirées du signalement d'événements congé paternité que vous réalisez. Quel salaire déclarer dans le cadre d'un arrêt pour accident de travail? C'est le salaire brut qui est soumis à cotisation qu'il faut nous déclarer, ainsi que les primes éventuelles versées dans les 12 mois qui précèdent le dernier jour de travail. Mais il faut également nous indiquer le montant de la cotisation de 21% de ce salaire brut et de ses primes éventuelles dans la colonne « part salariale à déduire du montant brut ». Dans notre exemple, dernier jour de travail le 15 octobre 2020, la période de référence à prendre en compte est du 1er septembre au 30 septembre 2020. Le montant brut de septembre 2020 est donc déclaré et il est également déclaré le montant de la cotisation de 21% de ce salaire brut. Dans notre exemple, un montant brut d'une prime versée le 30 décembre 2019 pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. Le montant brut de cette prime est bien déclaré. Il est également déclaré le montant de 21% de cotisation de cette prime brute. Alors attention, parfois un signalement s'affiche au moment où vous déclarez la cotisation de 21%, vous expliquant que le montant de la cotisation est supérieur à 20%. Surtout, n'en tenez pas compte, vous pouvez quand même valider votre saisie. Donc, nous allons passer maintenant au salaire rétabli. Donc, le salaire rétabli est calculé par l'employeur en fonction des absences autorisées de ses salariés et il est de la responsabilité de l'employeur. Alors, quelles sont les absences donnant lieu à rétablissement du salaire? Bien, la nouveauté de l'année, c'est la nouvelle embauche. Donc, maintenant, seul le mois de la nouvelle embauche peut être rétabli. Donc, pour la maladie, maternité, paternité, adoption. Pour les accidents de travail et la maladie professionnelle, l'ancienne réglementation reste en vigueur. Donc, si le salarié a perçu des IJ maladie, maternité, accident du travail au cours du mois de référence, on peut également rétablir un salaire. Les cas de chômage involontaire, total ou partiel, fermeture de l'établissement employeur à la disposition duquel reste l'assuré, l'appel sous les drapeaux et le congé non payé mais autorisé par l'employeur. Donc, toutes ces absences donnent lieu à un rétablissement de salaire. Qu'est-ce que c'est que le salaire rétabli? C'est le salaire rétabli le salarié s'il n'avait pas eu d'absence autorisée pendant le mois concerné et toujours suivant les modalités de son contrat de travail.
On peut y rajouter les primes et les heures supplémentaires à partir du moment où celles-ci sont soumises à cotisation. Et il ne faut surtout pas réintégrer les indemnités journalières puisque on vous demande déjà un salaire sans défalcation de l'absence, donc on ne rajoute pas les indemnités journalières. Alors, comment positionner le salaire rétabli sur votre grille de saisie nette entreprise? Donc, en maladie, maternité, paternité, vous nous indiquez sur les salaires, un exemple d'un dernier jour de travail au 9 octobre, vous nous indiquez les salaires perçus au cours du mois de juillet, août, septembre, réellement perçu. Donc, pour le mois de juillet, il est complet. Pour le mois de août, il a perçu que 750 € et pour le mois de septembre, 900 €. Dans la deuxième partie de la grille de saisie, donc, c'est à ce niveau que vous allez nous indiquer le montant des salaires rétablis. Donc, pour la période de juillet, il n'a pas eu d'absence, donc on n'indique rien. Pour la période de septembre, il a perçu des IJ maladies. Donc, dans le petit menu déroulant, vous allez aller choisir le motif maladie. Vous nous indiquerez le nombre d'heures réellement effectuées par le salarié, le nombre d'heures qu'il aurait dû effectuer, et le salaire qu'il aurait perçu s'il n'avait pas été en maladie. Pareil sur le salaire de septembre, il a eu une absence autorisée, donc vous choisirez le motif absence autorisée, vous indiquerez le nombre d'heures réellement effectuées, le nombre d'heures qu'il aurait dû effectuer et le montant du salaire qu'il aurait perçu s'il n'avait pas été absent. Donc, cette étape n'est à compléter uniquement en cas d'absence autorisée. Si l'absence n'est pas autorisée, on laisse les salaires dans l'état. Alors, en accident de travail, maladie professionnelle, c'est un petit peu différent. Dans la première partie de la grille des salaires, vous nous indiquez toujours le montant réellement perçu. Et au niveau de la troisième partie de l'attestation de salaire, puisque la deuxième partie concerne l'indication des primes, on vous demande la perte de salaire subie au cours du mois. Donc là, dans notre exemple, on a pris une absence pour maladie. Donc pareil, vous allez choisir le petit motif de l'absence autorisé. Vous nous indiquez la période d'absence et le montant du salaire perdu. Inversement à la maladie où on vous demande un rétabli, là on vous demande un salaire perdu. Et toujours la cotisation forfaitaire de 21% dans le salaire réellement perçu et dans la perte de salaire. Nous allons aborder maintenant le salaire pour nouvelle embauche. Donc, on vous rappelle que cette réglementation s'applique uniquement sur les indemnités journalières maladie, maternité, paternité, adoption. Pour les AT et maladies professionnelles, l'ancienne réglementation reste en vigueur. Donc, le salaire rétabli nouvelle embauche, on a deux cas de figure. Premièrement, le salarié qui est embauché le mois de son embauche, présente un arrêt le mois de son embauche, pardon. Exemple, votre salarié est embauché le 1er juin, il vous présente un arrêt de travail au 11 juin avec un dernier jour de travail au 10 juin. Donc, la période de référence sera donc de mars à mai. Il était absent de l'entreprise, donc il a perçu 0 en salaire. Dans la deuxième partie de l'attestation, vous nous indiquez donc sur les 3 mois, donc absence de salaire 0, et vous ne rétablissez pas de salaire, bien que vous nous mettiez un motif d'embauche, nouvelle embauche. Deuxième cas de figure, votre salarié a été embauché pendant la période de référence. Exemple, il est embauché le 15 avril, il vous présente un arrêt de travail au 11 juin avec un dernier jour de travail au 10 juin. Donc, il a été absent sur le mois de mars, donc salaire à 0. Sur le mois d'avril, il a touché 750 €
puisqu'il a été embauché au 15 avril, et sur le mois de mai, il a un mois complet à 1 500 €. Dans la partie rétablissement du salaire, pour la période de mars, le salarié était absent, donc vous nous indiquez un motif de nouvelle embauche avec un salaire à 0. Pour la période du mois d'avril, il a été embauché à partir du 15 avril, donc toujours un motif de nouvelle embauche avec le nombre d'heures réellement effectuées et le nombre d'heures qu'il aurait dû faire et le salaire qu'il aurait perçu s'il avait travaillé le mois complet. Pour le mois d'avril, son mois est complet, donc on ne marque rien. Voilà, donc en ce qui concerne les nouveaux cas de rétabli nouvelle embauche. Donc, un rappel sur la définition de la subrogation. La subrogation vous permet de percevoir les indemnités journalières qui sont dues à votre salarié par sa caisse d'assurance maladie pendant la période de l'arrêt de travail. Donc, surtout, ne limitez pas la date de fin de subrogation à la période de la prescription de repos. Cela vous évitera de refaire une attestation de salaire rectificative à chaque nouvelle prolongation de prescription. Et surtout, en cas d'attestation de salaire rectificative envoyée tardivement, un paiement pourrait être déclenché à l'assuré sans que nous ne puissions revenir dessus. Parce qu'en effet, dans ce cas précis, le destinataire du versement serait conforme aux informations que nous avons sur l'attestation de salaire au moment du paiement. Donc, surtout, ne limitez pas la fin de la subrogation à la fin de la prescription, mais plutôt à ce qui est prévu dans votre convention collective ou la branche de votre entreprise. Alors, l'attestation de salaire dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique. Donc, actuellement, l'attestation de salaire en mi-temps thérapeutique se fait uniquement par Net Entreprise. Donc, sur une attestation de salaire d'un temps partiel thérapeutique, donc maladie, il faut nous indiquer la perte de salaire qu'a subi le salarié, c'est-à-dire la différence entre le salaire qu'il a perçu pendant le mi-temps et le salaire qu'il aurait perçu s'il avait travaillé à temps complet pendant la même période. Donc, pour bien déclarer les salaires dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, il faut respecter les dates prescrites. Dans notre exemple, un temps partiel prescrit pour la période du 20 septembre au 31 octobre 2020. Il faut donc établir une attestation avec perte de salaire pour la période du 20 septembre au 30 septembre 2020 et une autre attestation avec perte de salaire pour la période du 1er octobre 2020 au 31 octobre 2020. Donc attention, il y a une petite nouveauté concernant les congés payés dans le cadre d'une attestation de salaire en mi-temps thérapeutique. Si le salarié a des congés payés au cours du mois de mi-temps, il faut découper la période en fonction de ses congés. Donc, dans notre exemple, pour le mi-temps thérapeutique du mois d'octobre, le salarié a eu des congés payés durant la période prescrite. Il faut donc déclarer une ligne pour le temps partiel thérapeutique avec la perte de salaire du 1er octobre au 25 octobre 2020 et une autre ligne pour les congés pour la période du 26 octobre 2020 au 31 octobre 2020, qui sont en fait les dates de congés payés du salarié, avec une perte de salaire à 0. Attestation de salaire à réaliser dans le cadre d'un accident de travail, donc un travail léger. Dans le cadre d'un travail léger, donc en accident de travail, il faut nous indiquer le montant du salaire brut perçu et le montant de la perte de salaire brut pour la période concernée. Mais il faut également nous déclarer le montant de la cotisation de 21% de ce salaire, de ses primes éventuelles et de la perte de salaire dans la colonne part salariale à déduire du montant brut. Dans notre exemple, un travail léger, accident de travail, prescrit pour la période du 20 septembre au 31 octobre 2020. Il faut donc établir une attestation avec le salaire perçu et la perte de salaire pour la période du 20 septembre au 30 septembre 2020 et une autre attestation avec le salaire perçu et la perte de salaire pour la période du 1er octobre 2020 au 31 octobre 2020. Donc, vous pouvez constater que sur l'attestation de salaire du mois concerné, soit septembre, le montant de la cotisation de 21% de ce salaire est bien indiqué pour le salaire brut et pour la perte de salaire dans la colonne part salariale à déduire du montant brut.
Alors, quand il y a un enchaînement temps complet et temps partiel thérapeutique. Donc, nous allons prendre un exemple afin que ça soit plus facile à comprendre. Un arrêt à temps complet du 10 septembre 2020 au 5 octobre 2020. Puis, un arrêt à temps partiel du 6 octobre au 31 octobre 2020, mais interrompu par un arrêt à temps complet du 20 octobre au 25 octobre 2020. Et enfin, une reprise du mi-temps du 26 octobre au 31 octobre 2020. Donc, un arrêt à temps complet du 10 septembre au 5 octobre 2020. Dernier jour de travail, le 9 septembre. Il faut donc nous établir une attestation de salaire en maladie avec les 3 salaires bruts de référence, juin, juillet et août 2020. Puis, un temps partiel du 6 octobre au 31 octobre 2020, mais interrompu par un arrêt à temps complet débutant le 20 octobre et se terminant le 25 octobre. Donc, dans ce cas, il faut établir une attestation de salaire pour l'arrêt à temps partiel du 6 octobre 2020, mais limitée au 19 octobre 2020, qui est la veille de la prescription à temps complet suivante. Donc, dans notre exemple, c'est une attestation en mi-temps thérapeutique, donc maladie, qu'il faut établir en nous indiquant la perte de salaire brut subie. Ensuite, il faut établir une attestation de salaire pour l'arrêt à temps complet du 20 octobre au 25 octobre 2020 avec 3 salaires bruts de référence. Donc, vous pourrez remarquer que le salaire du mois de septembre est de 299,99 €, puisque le salarié est en arrêt maladie du 10 septembre au 5 octobre 2020. Vous devez donc rétablir le salaire du mois de septembre pour le motif maladie. C'est ce qui a été fait dans notre exemple. Le salaire est rétabli à 1 000 €. Et pour finir, il faut établir une nouvelle attestation de salaire pour la reprise du mi-temps thérapeutique concernant la période du 26 octobre, donc le lendemain de la prescription de repos à temps complet, jusqu'au 31 octobre 2020, en indiquant la perte de salaire brut subie par le salarié. Voilà, donc nous avons vu ce qui concernait la saisie sur Net Entreprise. Maintenant, on va vous présenter la saisie d'un signalement d'événement. Alors, c'est une information générale puisque en fonction des logiciels de paye, les masques ne sont pas tous faits de la même façon. Donc là, ce qu'on va vous présenter, c'est vraiment quelque chose de très général. Donc, pour faire un signalement d'événement, vous devez déjà vous rendre sur votre logiciel de paye dans la rubrique signalement d'événement. Donc, vous pouvez le retrouver soit sur votre mode d'emploi de votre logiciel de paye, soit directement en demandant une formation auprès de votre éditeur de logiciel. Donc, dans un premier temps, il faut que vous nous indiquiez le motif de l'arrêt. C'est-à-dire si c'est de la maladie, de la maternité, de la paternité, de l'accident de travail, enfin tous les risques possibles. Donc soit vous l'indiquez de façon claire et nette, soit avec un petit code, donc en fonction de votre logiciel. Ensuite, vous devez nous renseigner la date de dernier jour de travail. Donc, comme précédemment, soit la veille de l'arrêt si le salarié n'a pas travaillé le jour de la prescription, soit le jour de la prescription si la journée a été travaillée. Ensuite, on vous demandera une date de fin prévisionnelle. Donc cette date de fin prévisionnelle, c'est le dernier jour de la prescription médicale. Donc, et si une prolongation vous parvient, vous devrez aller modifier cette date de fin prévisionnelle dans votre DSN mensuel sans saisir un signalement d'événement, puisque le signalement initial que vous faites pour le début de l'arrêt, il est valable pour l'arrêt en cours et toutes les prolongations qui interviendront derrière. Ensuite, on vous demande
vous devrez renseigner la date de reprise de travail uniquement lorsque le salarié reprendra son travail effectivement. Donc, cette information, elle est à rentrer dans votre DSN mensuel, mais ne fait pas l'objet d'un signalement d'événement. Sauf si votre salarié reprend le travail de manière prématurée, c'est-à-dire avant la fin de son arrêt. Donc là, dans ce cas-là, vous rentrez votre date de reprise effective dans votre DSN mensuel et vous nous faites parvenir un signalement d'événement. Alors, pourquoi rentrer la date de reprise dans votre DSN mensuel? C'est pour que le système sache que l'arrêt est terminé. Dans le cas où vous ne remplissez pas cette date de reprise de travail, le système continue d'incrémenter les jours jusqu'à ce qu'il arrive à 4 mois d'arrêt continu. Et dans ce cas-là, il nous transmet systématiquement une attestation de droit plus de 6 mois. Donc, dans le cas où le salarié a repris, c'est une attestation qui devient inutile et qui génère des flux inutiles. Et de notre côté, on va vous faire des rejets. Donc, c'est pas la peine de surcharger les canaux. Ensuite, on vous demande si vous pratiquez ou non la subrogation pour le paiement de l'arrêt. Donc, pareil, soit en toutes lettres, soit par la manière d'un code. Donc, attention, au niveau de la subrogation, on vous demande la date de début et la date de fin. Donc, toujours, comme on a vu précédemment, indiquez les dates maximales prévues par vos conventions collectives et ne limitez pas à la date de fin de l'arrêt. Alors souvent, il se peut que le logiciel incrémente systématiquement la date de fin, la date de fin d'arrêt en date de fin de subrogation. Donc pensez bien à aller modifier cette petite information. Et ensuite, on vous demandera donc votre code IBAN. Donc, pareil, en fonction des logiciels, soit il est incrémenté directement, soit il y a un petit menu déroulant qui vous permet de choisir le compte bancaire sur lequel doivent être versées les indemnités journalières, ou vous l'inscrivez manuellement. Dans le cas où ça s'incrémente directement, pensez bien à vérifier ces deux informations. Et ensuite, vous nous transmettez le signalement d'événement. Donc, à l'issue de chaque transmission, que ce soit signalement d'événement ou DSN mensuel, pensez bien à aller vérifier votre tableau de bord afin de voir si l'attestation de salaire ou la DSN mensuelle peut être reconstituée ou non. Ne vous limitez pas au certificat de conformité, puisque le certificat de conformité, ça concerne le fichier transmis, si les normes attendues sont correctes, mais ça ne veut pas dire que les informations transmises dans ce fichier soient correctes. Donc, vérifiez bien au niveau de la préparation des données à la CNAM que vous ayez bien une réussite de traitement. À partir du moment où vous avez accédé au bilan de traitement, cliquez sur ce lien et ça vous indiquera le motif de la non-reconstitution de votre attestation de salaire. Voilà, donc nous avons vu les saisies nettes entreprises et signalement d'événements. Maintenant, nous allons passer à l'attestation rectificative. Alors, pourquoi émettre une attestation rectificative? C'est quand vous vous apercevez que l'élément envoyé précédemment est erroné, ou alors suite à une demande de la caisse primaire, pour X raison, une information erronée, ou voilà. Alors, que peut-on modifier par une attestation rectificative? La date du dernier jour de travail, un salaire erroné, une absence de salaire rétabli, une date de fin de subrogation ou tous les rejets DSN ou exclusions DSN. Comment la saisir? Par le biais de la saisie nette entreprise ou alors par l'envoi d'un signalement annulé en place en DSN. Alors, l'attestation sur net entreprise. Comment oui, alors ça, c'est répondre à une demande de la caisse primaire ou « adresser les éléments portés absents ou erronés lors de l'envoi initial ».
Sur Net Entreprise, comment la saisir? Donc, ne cherchez pas dans le petit menu déroulant l'attestation rectificative, ça n'existe pas. Il faut que vous alliez saisir une attestation initiale et c'est seulement à l'étape 4 de la grille de saisie que vous pourrez trouver la petite mention rectificative juste au-dessus du dernier jour de travail. Donc, pensez bien à cocher la petite mention attestation rectificative. Alors, attention, comme on vous l'a indiqué précédemment, entre l'étape 7 et l'étape 8, vous avez le PDF qui doit s'afficher à l'écran. Donc, allez bien vérifier que la petite attestation rectificative est cochée, parce qu'il se peut, si vous faites des retours en arrière sur votre saisie Net Entreprise, que la coche s'efface. Donc, à l'issue, avant de transmettre votre attestation, vérifiez bien cette information sur votre PDF. Donc, en DSN, l'attestation rectificative, ça correspond à un signalement annulé en place. Et donc, vous pouvez donc effectuer un signalement annulé en place pour les mêmes raisons que pour la Net Entreprise, c'est-à-dire modifier un dernier jour de travail ou une subrogation, ou alors, lorsque c'est un problème de salaire, vous devrez préalablement, à l'envoi de votre annulé en place signalement d'événement, saisir une attestation annulée en place de la DSN mensuelle. Donc, exemple d'un signalement d'événement, vous êtes trompé ou la caisse vous signale une anomalie sur le dernier jour de travail ou sur la subrogation. Donc, que ça soit avant ou après l'envoi de la DSN mensuelle, vous nous faites un signalement annulé en place en modifiant le dernier jour de travail et la subrogation. Concernant les salaires de référence, alors c'est pareil, la caisse vous dit qu'on a un souci sur les salaires ou vous vous apercevez de vous-même que vous avez déclaré un salaire erroné. Donc, si on s'aperçoit de cette erreur après l'envoi de la DSN mensuelle, vous devrez d'abord, dans un premier temps, aller rectifier votre salaire au moyen d'une DSN annulée en place dans le mois N+1. Et ensuite seulement, vous effectuerez votre signalement annulé en place pour l'arrêt. Comment saisir un signalement annulé en place? C'est pareil, on vous conseille de vous rapporter au mode d'emploi de votre logiciel ou directement vers votre éditeur de logiciel, parce que en fonction des logiciels, les masques ne sont pas les mêmes. Mais de toute façon, c'est comme si vous alliez établir un signalement normal, mais vous choisissez le motif annulé en place. Voilà, donc les points de rappel, la transmission des attestations de salaire rectificatives ou signalement annulé en place, ça impacte les délais de traitement des indemnités journalières et surtout le bon montant de l'indemnité journalière. Donc, on essaye de faire bien à la première saisie. L'attestation rectificative, elle n'est à faire que dans les cas précités. C'est pas parce qu'on n'a pas reçu les indemnités journalières qu'il faut faire une attestation rectificative en tant que réclamation. Et puis surtout, ce qui est très très important, la subrogation doit impérativement être indiquée selon les conventions collectives dès le début de l'arrêt, et ne jamais se limiter à la prescription de l'arrêt. Voilà, donc les 3 points clés à retenir de cette privilégier le signalement d'événement, c'est plus simple et plus rapide. Et surtout bien vérifier son tableau de bord après chaque envoi, chaque transmission de DSN mensuel ou de signalement d'événement. Le dernier jour de travail, point très important puisque c'est le début de l'indemnisation. Donc c'est la veille de la prescription si le salarié n'a pas travaillé ou le jour de la prescription s'il a travaillé le jour de la prescription. Et la subrogation, à ne pas limiter aux dates d'arrêt de travail, mais préciser les dates maximales prévues par les conventions collectives.
Nous avons présenté les différents points. Nous vous laissons les contacts des conseillers et employeurs des différents départements de la région afin que vous puissiez leur poser les questions en fonction du lieu de résidence du salarié. Nous vous invitons donc à suivre le dernier webinaire de la semaine qui est donc présent à 11h30 et qui traite de l'expertise retraite en entreprise. Nous vous donnons également les numéros de téléphone utiles, la plateforme employeur, l'outline service assurance maladie, ainsi que la DSN, et puis quelques sites utiles où vous pouvez retrouver des informations dont vous avez besoin. Voilà, donc nous vous avons présenté toutes les informations pour réussir votre attestation de salaire sans rejet. Nous espérons que ce webinaire vous a été utile. N'oubliez pas le petit sondage en chat sur le déroulement du webinaire. Nous vous remercions de votre attention et nous vous souhaitons une bonne journée. Au revoir. Bonne journée, au revoir.